Marina Mesure, eurodéputée candidate en 3e position de la liste La France Insoumise Union Populaire, ainsi que Aurélie Trouvé, donc députée à l'Assemblée nationale et plus spécialisée sur les questions agricoles. Alors, on vous accueille toutes les deux. Donc, vous serez les seuls à venir à deux, mais bon, voilà. C'est une petite spécificité. Bonjour à toutes les deux. Alors, dans votre programme, toutes les propositions qui traitent de l'agriculture sont dans un chapitre qui est intitulé « Faire la planification écologique européenne ». Et dans ce chapitre, vous précisez « Passer d'une logique de production agricole destinée à l'export à un modèle de souveraineté alimentaire ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que vous entendez, vous, par souveraineté alimentaire? Alors, je vous laisse vous répartir les questions comme vous le souhaitez. Eh bien, à peu près l'inverse de ce qu'il y a dans l'article 1 du projet de loi agricole, qui va être voté cet après-midi. C'est-à-dire que nous, on considère que la souveraineté alimentaire, c'est faire en sorte que les pays, en particulier, puissent disposer à minima de marge de manœuvre pour réguler leur propre production et décider des trajectoires de leur production agricole. Ce qui d'ailleurs est inverse au projet de loi, puisque le projet de loi affirme que ceci est lié au marché intérieur européen et aux engagements internationaux. Or, je le dis d'emblée ici, nous remettons, nous, en cause la libéralisation des marchés et la concurrence internationale telle qu'elle est montée au fur et à mesure des années par cette libéralisation des marchés. Voilà. Pour nous, la souveraineté alimentaire, quelque part, c'est la définition de 1996 du sommet mondial de l'alimentation. Et c'est cette capacité, finalement, à re-réguler les marchés et à avoir prise sur le devenir de l'agriculture française. Et du coup, est-ce qu'il faut stopper totalement les accords de libre-échange ou est-ce que vous êtes favorable? Enfin, voilà. Alors effectivement, nous on est favorable à un moratoire sur les accords de libre-échange existants et de sortir de tous les accords de libre-échange actuels. Donc aujourd'hui, il y a environ 70 accords de libre-échange. Concrètement, à travers le libre-échange, d'un côté, on a un dumping social. Quand vous mettez par exemple en concurrence nos agriculteurs avec un agriculteur kényan à 140 euros par mois, il y a une concurrence sociale. Et il y a une concurrence aussi environnementale parce que vous mettez en concurrence des normes environnementales, c'est-à-dire quand vous avez le dernier accord dans les derniers accords qu'on ait signés, pas seulement avec le Kenya, mais avec la Nouvelle-Zélande, quand vous avez la possibilité d'utiliser des pesticides qui sont interdits dans 42 pays, notamment je pense à l'atrazine, en Nouvelle-Zélande pour produire notamment de la viande ovine et bovine, qui est du fait importée en Europe, et que vous interdisez à nos agriculteurs de les utiliser, c'est une concurrence totalement déloyale. Et alors, juste une chose, avant qu'on passe aux accords de libre-échange, pourquoi on est arrivé à avoir des accords de libre-échange? C'était auparavant, toutes les négociations à l'OMC ont échoué. On n'était pas dans un monde idéal avant. Donc, comment on fait pour réguler tout de même ces échanges, parce qu'on ne va pas arrêter d'avoir des échanges? D'abord, il faut se souvenir que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire on a eu un commerce international avec des tentatives de forte régulation. Il y avait des accords internationaux sur les produits, sur le blé, par exemple. Et c'est à partir des années 80 que l'agriculture rentre dans les négociations commerciales de l'OMC. Mais auparavant, il y avait des accords internationaux où il y avait une forte régulation, des accords entre pays sur les imports-exports, etc. Donc, je veux dire, ça n'est pas une fatalité que d'avoir d'abord un multilatéralisme qui est égal à la dérégulation des marchés globaux. Ensuite, comme le multilatéralisme qui n'était fondé que sur la libéralisation des échanges a échoué petit à petit, pour différentes raisons, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont montés au créneau. On est passé à un bilatéralisme, et aujourd'hui, vous savez que l'Union européenne est la record woman du monde en termes de signature d'accords de libre-échange. Voilà. Je veux dire une chose aussi, c'est que nous battons en particulier, vous le savez, contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est actuellement mis en œuvre contre la majorité parlementaire au Sénat, mais sans doute aussi la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale,
d'accord? Qu'aujourd'hui, le gouvernement refuse de mettre ce texte sur la table pour qu'on puisse le voter à l'Assemblée nationale. Bien sûr, nous continuons aussi à le combattre à l'échelle européenne, mais nous considérons, par exemple, sur cet accord-là, qu'il y a aujourd'hui des effets absolument délétères, mais c'est pas que le CETA. C'est l'ensemble des accords de libre-échange. Il y a un rapport de la Commission européenne qui montre que les effets cumulés de tous ces accords de libre-échange ont des effets catastrophiques. Enfin, elle le dit elle-même. Alors, elle dit pas catastrophique, elle dit des effets très nuisibles sur un certain nombre de productions et pas des moindres, la viande bovine, les volailles, etc. Sur le CETA, c'est pas le cas sur la viande bovine. Alors, mais c'est très intéressant votre remarque, parce qu'on a fait un rapport justement, enfin, à l'époque quand j'étais chercheuse, j'avais fait un rapport avec des instituts techniques, où on montrait sur le CETA qu'en fait, ça allait mettre plusieurs années à avoir de très fortes importations. Ce que je veux vous dire, c'est que le Canada n'a pas juste comme ça négocié combien 50 000 tonnes équivalent carcasse, je crois que c'est ça, hein, juste pour le plaisir. Pourquoi ils ont fait pression pour avoir 50 000 tonnes équivalent carcasse à exporter? Mais parce qu'ils pensent les exporter à terme. Pourquoi c'est pas encore le cas? Parce qu'en fait, il faut le temps qu'ils mettent en place une filière de bœuf dite sans hormones. Bah oui. Voilà. Est-ce que c'est vraiment leur avantage de mettre une filière ils sont en train de le sans faire. hormones? Ils sont en train de le faire. Ils vont le faire. Sinon, pourquoi négocier ça? Pourquoi l'avoir mis dans la table des négociations? Donc voilà, c'est sur la viande bovine, c'est en train de monter. Mais attention, il y a des productions, c'est déjà en train de menacer les nôtres. Par exemple, sur les légumineuses, sur le canola, qui est une oléagineuse qui est directement en concurrence avec le colza, etc. Donc aujourd'hui même, on a, parce qu'il y a des droits de douane à zéro, il y a déjà des concurrents sur un certain nombre de productions. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il me semble l'ensemble du monde agricole est opposé à cet accord avec le Canada, et je pense à juste titre. Voilà. Alors justement, dans votre programme, on lit, pour parvenir à la souveraineté alimentaire, il faudrait soutenir des productions stratégiques. Quelles sont ces productions stratégiques? Vous dites également qu'il faut verser plus d'aides couplées aux oubliés de la PAC. Quels sont ces oubliés? Et du coup, à qui enlevez-vous les aides couplées? Puisqu'il faut cibler, on les enlève à qui? En fait, il faut voir l'ensemble de ce que l'on propose sur la politique agricole commune. D'abord, on est pour revenir à des prix rémunérateurs, parce qu'après, on ne comprend pas sinon comment on conçoit notre distribution des aides. Premièrement, nous, évidemment, on regrette que la PAC ne soit plus qu'une politique agricole concurrentielle, c'est-à-dire plus tellement commune, parce qu'il n'y a plus de régulation commune des marchés. On peut se le dire. Voilà, ça a disparu. On n'a plus que des aides à l'hectare, qui ne sont plus des aides au prix ni aux revenus, etc. Contrairement à bien d'autres pays qui, comme les États-Unis, qui continuent à faire des aides en fonction des prix des revenus. Bon. Donc nous, on est pour remettre des prix rémunérateurs. S'il faut aussi le faire en France, pour ça que nous, oui, on est pour une loi Egalim 4, des prix rémunérateurs garantis, en tout cas, avec un certain nombre de règles beaucoup plus fortes que les règles Egalim actuelles, pour avoir des prix rémunérateurs en France, qui demandera une protection supplémentaire aux frontières, c'est vrai, parce que ça va vouloir dire que en France, on aura possiblement des prix plus élevés, des prix agricoles plus élevés à certains moments. Et dans ce cadre-là, puisqu'on permet des prix davantage rémunérateurs, on permet aussi d'avoir des aides PAC qui soient des aides réellement ciblées sur les pratiques environnementales, sur les transitions agroécologiques et sur certaines productions, effectivement, qui ont besoin d'être développées parce qu'elles sont de plus en plus en importation nette. Il faut voir, parce que là, on nous parle d'agriculture exportatrice, la souveraineté alimentaire. Si on retire le vin, vous savez qu'on a une balance commerciale négative en valeur. Hein. Vous savez aussi que notre balance commerciale agroalimentaire française est en chute peu ou prou depuis 2013. Vous savez aussi qu'en fait, on est devenu importateur net vis-à-vis de l'Union européenne, si on enlève les échanges avec les pays tiers. Donc on voit bien qu'il y a un problème Bon. Et donc, le pire est sur les productions où on est le plus importateur net, les fruits et légumes, la viande bovine, la viande de volaille, etc., où on est quand même globalement en chute davantage encore. Donc oui, on est aussi pour des aides couplées sur un certain nombre mais aussi pour créer des débouchés. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regrette sur la loi agricole, c'est qu'il n'y a rien sur la restructuration des filières. Je présidais le groupe de suivi parlementaire de la loi d'orientation. Tous les acteurs agricoles nous ont dit on a besoin dans la loi d'avoir des mesures, des articles sur la restructuration de filières, sur appuyer des filières comme les légumineuses et les protéines végétales. Ça sert à rien de dire vive les protéines végétales s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas d'action forte faite sur ces filières-là.
Donc c'est pas seulement les aides couplées, c'est des actions fortes qui permettent de restructurer les filières pour qu'il y ait, par exemple, les silos qui vont bien, la CUMA qui va bien, la coopérative qui va bien, la chambre d'agriculture qui a besoin de moyens là-dessus, etc. Et si justement on a du mal à mettre en place ce genre de dispositif en France, peut-on le faire à l'échelle de l'Union européenne, finalement ? Juste peut-être pour rajouter dans ce que tu disais au niveau de ce qu'on va pouvoir rajouter en termes de budget, on a aussi dans notre programme la proposition de mettre des droits de douane plus importants dans les importations. Donc ça veut dire que ça va aussi alimenter une PAC qui va être plus importante en termes de montant. On a aussi une partie des aides qui vont être, que nous en tout cas on veut doubler sur la reconversion au bio notamment. Donc ça aussi c'est et j'ai rencontré aussi à ce titre pas mal d'agriculteurs qui dans la phase de reconversion ont énormément de difficultés parce qu'ils ne peuvent pas encore vendre en bio et pourtant ils ont déjà entamé le processus. Donc ça fait partie aussi des propositions que nous avons. Derrière par contre dans le premier pilier les choses qu'on va diminuer c'est notamment l'aide à l'hectare, puisque nous considérons qu'aujourd'hui, il y a une difficulté avec cette aide à l'hectare et qu'il faut il y ait une meilleure répartition de l'aide de la politique agricole commune. Donc c'était juste pour ajouter dans ce que déjà Aurélie a dit. Justement, pour être clair, juste on partage notamment la position des jeunes agriculteurs, puisque je sais qu'ils sont parmi les organisateurs, pour qu'il y ait des aides davantage liées à l'actif agricole. Voilà. Alors justement, est-ce que ça ne va pas défavoriser, par contre, certaines formes d'exploitation familiale qui ne sont pas si pourvoyeuses d'emploi? On voit bien que ce sont parfois des grandes entreprises qui sont pourvoyeuses d'emploi. Comment finalement cibler sur cet actif? Et l'actif, il est où pour vous dans les exploitations agricoles? D'abord, quelle est la définition? Quelle est la définition pour vous de l'actif? Est-ce qu'elle est différente de celle de Jérémy de Serles? Alors je vais revenir à t'as raison, c'est une très bonne question. Et en plus on s'est pris la tête là-dessus dans la loi d'orientation agricole. Juste sur la question pardon, c'était quoi juste avant? Sur du ciblage, et puis on a des exploitations familiales qui sont pas forcément Bien très sûr. pourvoyeuses d'emploi. Oui, on assume le fait effectivement d'avoir des aides, par exemple, qui puissent, alors soit qui passent directement à l'actif, sinon qui soient plafonnées par exploitation et surtout par actif, et qui permettent par ailleurs de redistribuer, notamment sur des aides couplées, etc. Donc ça, on l'assume. Et par ailleurs, je rappelle quand même que toutes les études économiques quasiment montrent que cette aide à l'hectare, elle augmente le prix du foncier. Elle tend à renchérir le prix du foncier. C'est quand même un gros problème, quoi. Et qu'elle tend aussi à favoriser l'agrandissement des exploitations au détriment de l'installation de gens qui veulent s'installer, quoi. Voilà, c'est tout. Raison, j'imagine, pour laquelle les jeunes agriculteurs partagent quand même grosso modo ce constat et cette position, il me semble. Bon, voilà. Pour revenir à l'actif agricole, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, on est pour une définition de l'actif agricole qui soit encore plus restreinte. Par ailleurs, nous sommes très critiques, par exemple, du fait que les ICHN puissent être aujourd'hui versés, y compris à des retraités. Enfin, voilà, c'est-à-dire que nous, vous voulez rester sur des actifs et des vrais actifs, voilà. Et pour mais ça veut dire même ou pas? Alors attention, ça veut dire aussi qu'il faut renforcer les retraites agricoles. Donc nous avons déposé à plusieurs moments des articles, des projets de loi pour rehausser les retraites agricoles. C'est-à-dire qu'on peut pas dire non plus aux agriculteurs vous arrêtez à 67 ans sans évidemment faire en sorte que les retraites soient réellement revalorisées. C'est un scandale, les retraites agricoles, je veux dire. Voilà. Donc tant que ça n'est pas fait, voilà. Ensuite, si on rentre dans la question, j'imagine, vous voulez rentrer dans la question des ETA façon et tout ça? Pas forcément. Oui, mais voilà, rapidement. Mais on va peut-être passer à d'autres sujets aussi, parce que sinon on peut aller très loin. Je vais revenir sur les questions environnementales. Donc votre objectif dans le programme, 100% d'agriculture bio dans l'Union européenne en 2050. Je pense que c'est vous qui allez le plus loin parmi l'ensemble des propositions dans les programmes. Alors, comment vous faites pour que les consommateurs européens aient les moyens de consommer du bio? Parce qu'on voit bien qu'économiquement, déjà, aujourd'hui, ça ne passe pas et que le bio recule. Donc, voilà, 100%, c'est énorme. D'abord, je voudrais rappeler, pour que ce soit clair pour tout le monde, aujourd'hui, on entend très bien quand des agriculteurs nous disent « mais nous, on n'a pas les moyens de faire la transition écologique », pour être clair. Oui, aujourd'hui, pour faire la transition écologique, il y a une condition nécessaire, c'est d'avoir des prix rémunérateurs.
et d'avoir une stabilité dans les prix, de savoir si l'année prochaine, savoir à peu près son prix l'année prochaine. C'est-à-dire que si on ne sait pas si le prix va être divisé par 2 l'année prochaine, c'est compliqué de faire de la bifurcation écologique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est que, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un ensemble. Et que nous, ce qu'on dit, c'est que les agriculteurs, ceux avec qui on discute, les acteurs agricoles, les agriculteurs, globalement, veulent faire la transition écologique. Simplement, il faut leur en donner les moyens, c'est-à-dire les aides et la protection qui va avec aux frontières commerciales. Et les consommateurs qui achètent quand même. Et alors, j'en arrive aux consommateurs, puisqu'on a entendu dans l'hémicycle depuis 2 semaines, et plus encore, ah oui, mais le bio se casse la figure, c'est parce qu'en fait, les gens ne veulent plus de bio, il y a trop de bio. Bon, je rappelle qu'on a fait un rapport sur le rapport de l'Assemblée nationale sur l'inflation, que j'ai fait avec un collègue d'Horizon. Donc, c'est pas comme si, c'était pluriel. On a vraiment conclu que la chute de la consommation du bio et aussi de l'ensemble des produits de qualité, hein. Toutes les AOP ont pris cher. Hein. Hier, j'étais dans le comté, y compris le comté, hein. A pris un petit coup dans l'aile, pas un gros, mais un petit. Donc, toutes les productions de qualité sont affectées. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir d'achat a diminué. Enfin, faut se le mettre dans la tête. Oui. Le pouvoir d'achat de 90% des Français, sauf les 10% les plus riches, a diminué. D'accord? Donc, du coup, il faut faire du bio. Du coup, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que nous, on dit qu'il faut... Qu'en fait, on a un programme où on dit qu'il faut relancer la consommation, et notamment la consommation alimentaire, c'est-à-dire des classes moyennes et précaires. Parce que c'est ça, hein, c'est notamment cela. Bon. Donc, rehausse du SMIC, etc. Deuxièmement, pour créer un choc de débouchés. Deuxièmement, nous sommes pour une restauration collective avec une aide nationale aux collectivités locales qui s'engagent vers, par exemple, du 80% bio, local, agroécologie, etc. Ça demande d'ailleurs une désobéissance en partie aux règles européennes. Troisièmement, troisième choc de débouchés, une aide alimentaire en partie conditionnée bio-local sur les 20% de gens au niveau national. Oui, mais ça va demander, c'est un lien avec l'Europe parce que ça demande une certaine désobéissance. Donc il va falloir des députés au Parlement européen qui assument ces positions-là, si tant est qu'on veuille porter ça, parce que nous, à l'échelle française, quand on veut porter ça, d'ailleurs je le porte y compris, hein, je veux dire, il y a y compris des collègues, je dirais un peu, pas frondeurs, mais des collègues comme par exemple Ramos de Renaissance, qui portent ça aussi. Mais on nous répond, ah mais non, c'est pas possible, il y a les règles européennes. Donc je le dis, ça a quand même un lien avec l'Europe. Alors justement, qui va porter de votre côté les questions agricoles au Parlement européen? Alors normalement, ça sera Arash, qui malheureusement ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'il avait un empêchement. Moi, je suis sur les questions industrielles au Parlement européen. Ouais. Et donc, ça sera Arash qui est sixième de notre liste, qui portera les questions agricoles, et qui siégera dans la commission agriculture. Et avec qui je travaillerai, évidemment, parce que comme vous le savez, on est en dialogue permanent, et évidemment, entre les parlementaires français et les parlementaires européens sur ces questions-là. Voilà. Alors, pour poursuivre sur les questions environnementales, dans votre programme propose quand même de durcir la réglementation sur les pesticides, les NGT, interdire l'élevage en cage, interdire les biocarburants. Comment vous arrivez à embarquer les agriculteurs de toute l'Union européenne dans votre projet, en sachant qu'on a bien vu que les exploitations agricoles françaises sont pas les plus industriels de toute l'Union européenne. Tout à fait. Comment on fait? Il faut espérer que ça continue à en être ainsi, parce nous, on considère qu'on a un modèle d'agriculture familiale à protéger, même si évidemment on est pour qu'il y ait une évolution, une plus forte technicité agronomique, etc. Mais simplement, on a quand même un modèle d'agriculture familiale auquel nous tenons. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui possèdent les facteurs de production principaux. D'accord. Je le dis parce que c'est ça qui explique pourquoi on s'est battu contre, par exemple, le groupement foncier agricole d'investissement dans la loi agricole, qu'on a réussi à repousser grâce à une majorité à l'Assemblée nationale contre la minorité présidentielle. Bon, ça, c'est une chose. Donc, cette agriculture familiale, oui, nous pensons qu'il faut des hauts standards environnementaux, de santé, etc. Bon, pour plein de raisons que je vais pas redire ici, mais qui nous semblent évidentes en termes de santé des gens, tout simplement, et au regard de la crise de biodiversité, de la crise de pollution des milieux naturels, etc. Mais ce qu'on dit, c'est que du coup, il va falloir être fort sur
la protection vis-à-vis de l'extérieur. Et pour ma part, j'ai déposé une proposition de résolution européenne il y a 4 semaines à l'Assemblée nationale qui dit en fait ce que nous voudrions qu'il soit fait à l'échelle européenne, qui dit 1, aux frontières européennes, moratoire sur les accords de libre-échange à venir. 2, d'ailleurs elle n'est pas passée à quelques voix près, 2, clause de sauvegarde qui doit être appliquée beaucoup plus systématiquement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la clause de sauvegarde, ça existe dans le droit de l'OMC. C'est appliqué aujourd'hui 4 à 5 fois plus par les États-Unis que par l'Union européenne. On a fini par avoir les données à force d'interroger dans le cadre de cette proposition de résolution la Commission européenne. Donc, nous avons un outil possible qui n'est pas activé par l'Union européenne, qui peut être activé beaucoup plus par le gouvernement français, et qui dit qu'en gros, on n'importe pas de produits jugés néfastes pour la santé des gens. Ça a été fait 2 ou 3 fois très à la marge sur le phosphate et le diméthoate sur les cerises. Mais en fait, on pourrait l'appliquer beaucoup plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes pour ne pas importer des produits qui ont été traités avec des produits interdits par ailleurs en France. Merci. J'avais juste quand même une question, une dernière question. Au Parlement, vous avez déclaré vouloir installer 200 000 paysans. Et en Europe, on en installe combien? Et d'autre part, vous êtes favorable à des aides à l'installation et pas seulement aux jeunes. Du coup, vous versez les aides à qui? À un modèle en particulier? Et est-ce qu'il y aura un cap? Est-ce que vous fixez un objectif, comme vous fixez un objectif en France? Alors, je crois que vous savez bien que d'abord, les aides à l'installation, ça dépend beaucoup du gouvernement français. En réalité, je sais. Le plan stratégique national et les marges de manœuvre du gouvernement français sont quasi totales. Et comment on décline dans les autres pays, finalement, ces plans stratégiques, à la faveur ou pas de l'installation? Et si oui, est-ce qu'on pourrait imaginer des objectifs tant d'installer dans tant de pays? Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire qu'en fait, il y a maintenant une telle subsidiarité qu'il semble compliqué de dire que la Roumanie doit faire ça, etc. Vous condamnez d'ailleurs les PSN ou vous y êtes plutôt favorable? Quand même, on pense qu'il y a aujourd'hui une renationalisation de la PAC qui est néfaste parce que ça donne tellement de marge de manœuvre que ça crée en tout cas des distorsions de concurrence, on va dire, de plus en plus importantes. Mais comme on critique par ailleurs une trop forte régionalisation des aides qui amène par exemple à des aides à l'installation qui peuvent être très différentes d'une région à une autre et qui du coup rompent avec l'égalité de traitement des jeunes agriculteurs au sein de la nation française. Bon. Mais ce qu'on critique surtout, c'est pas tellement la subsidiarité en termes d'aide, c'est le fait qu'on ait dérégulé les marchés et qu'il n'y ait plus quasiment aucun outil qui permette, contrairement aux États-Unis, contrairement même à la Russie, au Brésil, à la Chine, à toutes les autres puissances agricoles, qui nous empêchent d'avoir la main sur, à minima, une régulation des prix et des échanges et des volumes de production. C'est ça le problème, surtout, nous, qu'on pointe du doigt. Et sur l'installation, donc, j'ai envie de dire que c'est, dans le contexte actuel de subsidiarité, c'est beaucoup un problème français. J'en profite pour dire, je finirai là-dessus, que du coup, comme c'est un problème français, la loi d'orientation agricole qui était censée s'occuper de renouvellement des générations, il n'y a rien sur l'accès au foncier, rien. Oui. Il n'y a rien sur les revenus et rien sur les débouchés. C'est quand même un peu léger pour des gens qui veulent s'installer et au vu des énormes enjeux qu'on a dans les 10 ans. Bon, donc vous comprendrez notre vote cet après-midi. Alors on va